Et tout d'abord, je voulais vous dire que nous allions finir l'année, donc le 18 décembre, la semaine prochaine, avec un jeune ingénieur, non, un jeune étudiant ingénieur, mais bientôt ingénieur puisqu'il est en dernière année de FELMA à Grenoble INP et en double cursus à Sciences Po Grenoble. Mais il est également cofondateur du collectif d'étudiants Think What Matters et il nous propose de partager avec nous leur réflexion, de la réflexion du collectif sur le rôle de l'ingénieur dans le contexte actuel. Et en particulier, nous parler de ce que devient le cahier des charges d'un ingénieur en tenant compte du contexte de la transition écologique, énergétique et les transitions que nous vivons. Et puis, il nous propose aussi de nous poser la question, quelle méthode d'analyse en amont de l'innovation, et en particulier de partager avec nous la méthode d'analyse à laquelle ils ont réfléchi, qui s'appelle de Q2F. Donc, je vous invite à venir les écouter pour en savoir plus concernant cette analyse. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Sébastien Guinard, qui est ingénieur en charge des études de marché au sein de la direction de la valorisation au CEA. Et aujourd'hui, il nous propose de parler de la DATAX. C'est ça. Alors, je te laisse la parole pour nous expliquer ce dont il s'agit. Sébastien, la parole est à toi. Merci Amal. Bonjour à tous. J'ai un objectif aujourd'hui, c'est de vous convaincre de l'utilité de taxer le numérique, de faire une DATAX. Pour ça, je vous invite à suivre avec moi cette conférence. C'est une conférence qui va être originale. Originale d'abord parce que le sujet est original. Taxer le numérique, ça peut paraître une drôle d'idée, mais vous verrez à la fin que ça ne sera pas une idée, ça sera une conviction que vous aurez. Original aussi, puisque d'habitude, dans les conférences, les spectateurs sont passifs. Là, ce n'est pas le cas. Vous allez être actifs. Actifs d'abord parce que les faits que je vais vous présenter, les analyses que je vais partager avec vous, elles vont forcément vous faire réfléchir, elles vont forcément vous faire réagir. Vous allez être actifs également parce que je vais vous faire travailler. Un petit peu, rassurez-vous. Alors, on démarre par un quiz. On va lire ensemble une phrase. La mondialisation financière a créé son propre État avec ses appareils, ses réseaux d'influence et ses moyens d'action. Mais c'est un État complètement dégagé de toute société. La mondialisation financière désorganise les économies nationales. Elle méprise les principes démocratiques qui les fondent. Elle presse les États à s'endetter. Elle exige des entreprises qu'elles leur reversent des dividendes de plus en plus élevés. Et elle fait régner partout l'insécurité. À qui doit-on ces propos? À Tsipras, qui a été Premier ministre en Grèce? À François Hollande? Ou à Jinping, président chinois? On découvre la réponse ensemble. À aucun d'entre eux. Ces propos, on les doit à Ignacio Ramonet. C'est un journaliste. Et il écrit ses propos dans un éditorial en décembre 1997, un éditorial qui est publié dans le Monde diplomatique. Et il propose de lutter contre la mondialisation financière et les géants de la finance en appliquant une taxe sur les transactions financières. En fait, il propose d'appliquer la taxe que le prix Nobel d'économie James Tobin a imaginé en 1972. Et pour promouvoir cette idée, et pour lutter contre les géants de la finance, il va créer une association altermondialiste qui est très connue, qui s'appelle ATTAC. Ça, c'était en décembre 1997. Aujourd'hui, on est en 2020. 23 ans plus tard, je vous pose une question.
est-ce que les géants du numérique provoquent eux aussi des ravages socio-économiques? Je vous avais dit que je vous ferais travailler, je n'ai pas menti. Quelle opinion vous avez là-dessus? Si vous n'avez pas d'opinion, vous avez peut-être une intuition. On va regarder ce que disent quelques décideurs. Les géants du numérique sont les adversaires des États. La question de la lutte est une question pas simplement économique, elle est aussi politique, sociale et financière. Celui qui nous dit ça, c'est Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, et il le dit il y a 5 semaines. Alors certains d'entre vous vont dire, attendez, c'est un ministre français, il est mauvais perdant parce que des géants du numérique, on n'en a pas en France. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine. Et bien regardons ce que disent les Américains. Ils ont une capacité à dicter les conditions, à tirer les ficelles, à renverser des secteurs entiers, à inspirer la peur. Cette capacité, c'est celle des gouvernements. Ils ont trop de pouvoir. Celui qui dit ça, c'est David Cichin. C'est un sénateur démocrate qui est le président de la commission du Congrès américain en charge de la concurrence. Il le dit en juillet 2020. Au même moment, Donald Trump dit « Si le Congrès ne force pas les big tech à être équitables, ce qu'il aurait dû faire il y a très longtemps, moi, je vais le faire, et avec des décrets. » Je ne vous ai pas mis d'annonces et de propos de militaires ou de gens en charge de la sécurité, mais ils disent les mêmes choses. Et ce qu'ils nous disent tous, c'est qu'on peut faire une transposition parfaite entre ce qu'on disait de la mondialisation financière en 1997 et ce qu'on peut dire de la mondialisation numérique en 2020. La mondialisation numérique a créé son propre État, avec ses appareils, ses réseaux d'influence, ses moyens d'action, mais c'est un État complètement dégagé de toute société, etc., etc. Comment est-ce que les géants du numérique en sont arrivés là? Grâce à leur trésor. Ils ont un trésor qui leur permet de faire ça. Et ce trésor, on va le découvrir ensemble. Avec, par exemple, un livre photo, un livre numérique. Vous savez, ces albums qu'on a feuilletés ou qu'on imprime. Pour avoir ce livre, on fait d'abord une photo avec son smartphone. Clic. On le transfère sur un PC. Là, il est stocké. On se connecte à Internet. On transfère les photos sur le site, par exemple, de PhotoWeb, une super entreprise à côté de Grenoble. Ça, on fait avec des logins, des mots de passe sécurisés, pour payer aussi. Et puis, parce que PhotoWeb a des très bons logiciels et des outils numériques pour l'édition et l'impression, 48 heures après, on a le livre photo. Si vous avez compris comment ça se passe pour un livre photo, vous avez compris une chose très importante. Vous avez compris qu'une technologie numérique, elle n'est jamais isolée. Elle interagit toujours avec d'autres. Elle s'inscrit dans un seul et même ensemble qu'on appelle l'architecture technologique. C'est ça l'architecture. Je génère une donnée, je la transfère à un niveau intermédiaire, il se passe quelque chose, ça s'appelle le edge, je la transfère à un niveau supérieur, il se passe quelque chose, ça s'appelle le cloud. J'ai des outils pour les accès sécurisés et j'ai des outils pour piloter et déployer des processus dans les entreprises. Quelle que soit la technologie numérique dont on va vous parler, elle s'inscrit forcément dans l'une de ces briques. Et cette architecture technologique, seuls les géants du numérique sont capables de la couvrir entièrement. D'abord parce qu'ils en ont les moyens financiers, et d'autre part parce que c'est leur culture. Ils ont ça dans la peau, c'est dans leur gène. On dit en anglais qu'ils sont digital native. Ici, je vous ai mis, pour Apple, quelques exemples d'acquisitions qu'Apple a faites ces dernières années. Et vous voyez qu'ils sont très forts, ils couvrent toute l'architecture technologique. Et ils savent aussi là où ils ont des faiblesses. Et quand ils ont des faiblesses,
ils achètent. Ça, les autres industriels, ceux qui ne sont pas des géants du numérique, ils ne font pas ça, même s'ils sont immensément riches. Je vous ai mis l'exemple d'un constructeur allemand, très très riche, pour lequel le numérique est un enjeu fondamental pour les années à venir. Mais il n'a pas la vision de cette chaîne numérique. Il est obligé de se faire conseiller. Il est obligé de passer par des partenaires. En rouge, vous avez des acquisitions qui ont été faites par ce constructeur. Mais tout le reste, toutes les boîtes en pointillé, ce sont des partenariats. Les géants du numérique sont les seuls à avoir à la fois la vision et le contrôle de toute l'architecture. C'est un véritable trésor. Et alors, vous me direz, ça suffit à expliquer que leur puissance dépasse celle d'un État? Non. Il faut regarder ce qu'ils font de ce trésor. Et là, ils font quelque chose de totalement inédit, de totalement contre-intuitif, quelque chose qui n'avait jamais été fait précédemment. Ça tient en un mot. Ce trésor, ils le partagent. Bizarre, on a un trésor, on le partage, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que c'est la théorie derrière ça? Comment on peut l'appliquer et quels résultats ça donne? La théorie, c'est un gourou de la tech qui s'appelle Aurélie, qui le formalise très bien. Il dit, les entreprises, il ne faut pas qu'elles pensent uniquement à ce qu'elles peuvent retirer des technologies numériques. Il faut qu'elles réfléchissent à ce qu'elles vont pouvoir rendre possible aux autres. Et ce gars-là, il fait plein de réunions pour expliquer ça à Jeff Bezos au début des années 2000. Jeff Bezos est convaincu, il se dit, OK, je vais créer pour Amazon un immense atelier. Je vais mettre plein d'outils à disposition. Je vais donner plein de données dans cet atelier pour que les gens puissent les bidouiller et voir ce qu'ils en font. Je vais le faire pour les gens qui sont chez Amazon, mais je vais aussi l'ouvrir et le faire pour des gens qui ne sont pas chez Amazon, ils auront accès à cet atelier. Dans cet atelier, les outils qui sont mis à disposition, c'est notamment EC2, Elastic Cloud Computing, et S3, pour faire du stockage de données. Et en faisant tout ça, il va booster radicalement l'innovation chez Amazon, booster radicalement l'innovation en dehors d'Amazon, et en plus, cet atelier, il va le valoriser. Et cet atelier, aujourd'hui, c'est Amazon Web Services. C'est le numéro 1 du cloud dans le monde. 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019, 9 milliards de bénéfices opérationnels. 2 fois plus petit qu'Airbus Group, les missiles, les avions, les hélicoptères, le spatial, 6 fois plus rentable qu'en 2019, qu'Airbus en 2019. Ce trésor, il est partagé avec un nombre de personnes comme ce n'avait jamais été fait auparavant. Regardez, sur ce transparent, vous avez les 3 types d'industries qui existent aujourd'hui. Vous avez des industriels classiques, les gens qui font le Thermomix. Les gens du Thermomix, l'industrie que connaissent, il n'y en a qu'une, c'est celle de l'électroménager. Et les partenaires qu'ils ont, ils en ont à peu près 2. Ils ont les gens qui font les pièces plastiques et les gens qui font les pièces en métal. À côté de ça, vous avez des industriels qui sont en train de basculer dans le monde numérique. Par exemple, les constructeurs automobiles. Eux, ils sont en lien avec 5 industries. Les gens qui font l'automobile, les gens qui font les usines, parce que pour l'automobile, savoir faire les usines et les opérer, c'est essentiel. Les gens qui font de la finance, parce que Renault, par exemple, en ce moment, le peu de résultats qu'ils ont, ça vient de la branche financière de Renault, qui fait des crédits quand on achète les voitures. Ils ont aujourd'hui un pied dans le monde numérique avec les gens qui font les équipements télécoms, parce que la 5G va être important pour les voitures autonomes demain, et puis un pied avec l'industrie des batteries. Ils ont 5 partenaires, et c'est très très dur pour eux de mener ce dialogue avec 5 industries. 5 industries, et ça représente en nombre de boîtes, allez, une vingtaine, une centaine de boîtes avec lesquelles ils travaillent. Les géants du numérique, c'est autre chose. Eux, ils sont complètement ouverts. Ils ont plus de 10 industries avec lesquelles ils travaillent. Plus de 1000 partenaires clés. Amazon, ils font de la distribution, comme Carrefour. Ils font de l'agroalimentaire. Ils font du web, Amazon Web Services. Ils font de la billetterie. Ils font de la pharmacie. Ils font de la robotique, etc., etc., etc. Ils font du divertissement, Amazon Prime, etc.
Alors, ça, c'est une manière de le dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus parlant, c'est un peu les photos. L'écosystème qui est mis en place par les géants du numérique, il est tellement grand qu'on ne peut plus en faire la photo. Quand vous prenez l'équipe du Thermomix avec ses fournisseurs, vous faites la photo qui est à gauche. Quand vous faites la photo des gens qui sont importants pour l'automobile, vous pouvez faire une photo de classe à 20 personnes, une photo de promo à 100. Quand vous faites la photo de l'écosystème d'Amazon, vous ne pouvez plus faire de photos. Vous êtes obligé de faire une représentation avec, par exemple, un graphe de réseau. C'est pas très joli dans un pêle-mêle. Pour preuve, ça, c'est 3 illustrations qui viennent d'excellentes publications sur Amazon, des publications américaines. Voilà comment ils représentent l'écosystème d'Amazon. Vous voyez que ce n'est pas des photos, c'est des graphes de réseau, c'est des batteries, c'est des choses complexes, parce que l'écosystème est grand. Donc, en partageant leur trésor technologique, les géants du numérique, ils créent des écosystèmes qui sont immenses. Et alors, 3 choses. Premièrement, géants du numérique, écosystème et architecture technologique finissent par se confondre. Il y a un analyste américain qui l'a très bien dit, j'ai fait un copier-coller de ce qu'il a dit. Amazon est un nouveau type d'entreprise. C'est un écosystème. L'écosystème est un organisme vivant, alimenté par un volant de données en constante évolution. Quand il parle de ça, il parle de l'architecture technologique dans laquelle les données circulent. Pour rivaliser avec Amazon et les autres, les stratèges, les patrons, les conseils d'administration, ils ne doivent plus penser en termes d'actifs. Ils doivent penser en termes d'écosystème et d'architecture. Ce n'est pas votre usine, ce n'est pas la capacité à inventer un produit, ce n'est pas un actif immatériel comme votre marque qui fait la différence. C'est ça, plus l'écosystème, plus l'architecture. Alors, j'espère facile à appréhender pour vous, mais je me suis dit, il faut aller au bout de l'exercice. Qu'est-ce qu'il nous dit, en fait, cet analyste? Il nous dit que les géants du numérique, ce sont des aliens. Ce sont des autres. Ce ne sont pas des entreprises. C'est autre chose, c'est un autre objet. C'est un mélange, c'est un truc. Un mélange d'entreprises, d'écosystèmes, d'architecture technologique, des aliens. Et vous avez peut-être été comme moi au cinéma. Vous savez que les aliens, ce n'est pas des bestioles très sympas. Et vous savez que si on survit aux aliens, c'est parce que c'est au cinéma. Car dans la vraie vie, si on croise un alien, on meurt. Deuxième conséquence, ces aliens raflent tout. À gauche, c'est le monde classique des industries. À droite, le monde des géants du numérique. Le monde classique des industries, il est régi par un paradigme, par une loi qui est empruntée à la biologie évolutive. Cette loi, c'est l'hypothèse de la reine rouge. Ça dit qu'un organisme, quel qu'il soit, il est soumis à une pression concurrentielle. Et que sa position concurrentielle, elle est instable. Si ça croît, à un moment, ça va faire un plateau. Si ça fait un plateau, à un moment, ça va décroître. La position concurrentielle, elle est périssable. Ça, c'est pas le monde des géants du numérique. Dans le monde des géants du numérique, la loi, c'est winner takes all. Le gagnant rafle tout. Il n'y a plus de concurrence. Elle est écrasée. La position concurrentielle, elle est immuable dans des conditions de marché classiques. Je vous avais fait cette planche pour vous l'expliquer en détail. Je n'ai pas le temps de la commenter à l'oral. Vous ferez une pause sur le replay. C'est assez implicite et vous la comprendrez facilement tout seul. Une manière simple de le dire, c'est qu'on peut imaginer une petite histoire. Si j'étais un entrepreneur dans l'ancien monde, dans le monde qui n'est pas le monde du numérique, si j'allais voir mon banquier, je lui dirais aidez-moi à gagner de l'argent. Et si possible, un petit peu plus que mes concurrents. Quelques points de marge opérationnelle en plus, ça serait fantastique. L'entrepreneur, il ne dit pas ça à son banquier dans le monde du numérique, dans le monde des géants du numérique. Il dit à son banquier, aidez-moi à grandir plus vite que mes concurrents, beaucoup plus vite, quitte à perdre beaucoup d'argent. Comme ça, ils vont être rayés de la carte, et à la fin, peut-être que je gagnerai de l'argent. C'est pour ça que Facebook, par exemple, a beaucoup perdu d'argent pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes des géants du numérique qui ont été financées massivement par des investisseurs alors qu'ils n'étaient pas rentables. Le but, ce n'est pas d'être rentable. Le but, c'est d'écraser. Rentable, on le saura après. Troisième conséquence, très importante, ces aliens
raflent tout, écrasent tout, et ils sont en position d'imposer des standards de fait. Un standard, généralement, ça se discute dans un club, dans plein de réunions. Là, c'est pas le cas. Ils arrivent, ils écrasent. Apple a créé un standard de fonctionnement. On accède aujourd'hui à des produits et à des services avec des apps qui sont commercialisées sur des stores. Amazon a créé un standard opérationnel. On achète un matin, on est livré le lendemain dans sa boîte aux lettres. Ça n'existait pas avant Amazon. S'il n'y avait pas eu Amazon, on serait toujours avec TNT, DHL et autres à se faire livrer cher pour les livraisons dans une semaine et encore plus cher pour les livraisons dans 48 heures. Facebook a créé un standard relationnel. On note tout. Google a créé un standard technologique. 98% des services marchands qui utilisent la géolocalisation utilisent Google Maps. Tesla, qui est un acteur hybride du numérique, il a créé un standard d'image. Aujourd'hui, avoir une voiture électrique, c'est cool, c'est désirable. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Et du coup, les États sont complètement dépassés. 1, par ces aliens. 2, par cette suprématie. 3, par ces standards. Économiquement, les géants du numérique, ils nous échappent. On ne sait pas les gérer d'un point de vue de la fiscalité, du point de vue de la fiscalité. Depuis 2013, à l'OCDE, ils essayent, ils n'y arrivent pas. On ne sait pas bien qualifier et apprécier les relations d'affaires qu'ils ont dans les écosystèmes. On ne sait pas en fait si Amazon a un rapport déséquilibré avec ses partenaires. On ne sait pas si Apple a le droit d'éjecter Criteo de son environnement du jour au lendemain. Socialement, il nous échappe. C'est quoi le droit du travail pour un travailleur du numérique, un travailleur au clic? Qui est-ce qui est responsable du contenu sur les plateformes qui sont diffusées et qui peuvent influencer les élections? Au niveau des relations, j'ai le droit, moi, de noter mon policier municipal et puis mon médecin? Penser les réguler à la manière dont on le fait classiquement pour les entreprises, c'est peut-être une erreur. Parce que ce ne sont pas des entreprises. Ce sont des aliens. Entreprises, plus écosystème, plus architecture technologique. Donc vous voyez à quel point la transposition qui est faite entre la mondialisation financière et les géants de la finance et la mondialisation numérique et les géants du numérique, elle marche bien. Mais ce n'est pas tout. Les géants du numérique provoquent aussi des ravages écologiques. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors on va parler que d'énergie, on n'a pas le temps de parler de pollution. Agir sur une donnée, ça induit une consommation d'énergie dans 3 systèmes physiques. Le système qui génère ou va utiliser la donnée, un appareil photo, une imprimante. Le système qui va transmettre la donnée. Et puis le système qui va stocker ou calculer la donnée. Chacun de ces 3 systèmes physiques va consommer de l'énergie à 3 moments. Au moment où il est fabriqué, au moment où il est utilisé et au moment où il est recyclé. Dans le numérique, c'est plutôt le moment où il est mis en décharge. Il va consommer de l'énergie. Mais pas qu'un peu d'énergie, beaucoup d'énergie. Ici, vous avez à gauche un schéma qui vous représente la quantité de matière qu'il faut utiliser pour faire un smartphone. Un smartphone, ça pèse 120 grammes à peu près. Pour faire un smartphone, il faut brasser 70 kg de matière, 600 fois plus de matière. À l'utilisation, on va consommer beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, un Américain, il passe 61 jours et nuits sur son smartphone ou sur sa tablette. Il y a des équipements qui consomment beaucoup, des équipements de réseau télécom, ils vont consommer 50% de leur pleine consommation lorsqu'ils sont en veille, parce qu'il faut qu'ils soient tout de suite capables de s'allumer et de faire passer beaucoup de données. Et puis, au moment de la mise en décharge ou du recyclage, regardez les chiffres. En 2019, on a produit 53,6 millions de tonnes de déchets de puces, de cartes, d'écrans plats, etc. 56 millions. L'humanité, elle pèse 287 millions de tonnes. En 5-6 ans, on aura fait autant de déchets électroniques que le poids total de l'humanité. Et en 2030, on prévoit qu'on en fera 74 millions de tonnes. On n'est pas très bon pour le recyclage, on en fait à peine 17%. Quantité astronomique d'énergie consommée. Mais vraiment beaucoup d'énergie. Je veux vraiment dire beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça, c'est un papier qui est paru dans Nature il y a quelques mois. Il nous montre la consommation énergétique du numérique.
Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en 2020, le numérique à lui seul a consommé la totalité de l'électricité nucléaire qui a été produite dans le monde. Et il nous dit, on va regarder ce qui va se passer en 2030. En 2030, 2 scénarios. Le meilleur scénario, le numérique consommerait l'équivalent de la totalité de l'électricité produite en Europe en 2019. Et dans le pire des scénarios, il consommerait l'équivalent de toute l'électricité produite en Europe et aux États-Unis. Le pire est probable. Le pire est très probable. Ça veut dire qu'on sera obligé de construire 220 EPR, 220 monstres énergétiques pour rassasier la bête numérique. Et ça, c'est pas neutre, évidemment, par rapport aux ressources qu'on mobilise et aux émissions de CO2. Le BRGM nous fait à gauche le graphique. Ce que ça nous dit, c'est que quel que soit le mode de production d'électricité, vous êtes obligé d'extraire plein de minerais, d'avoir une grosse empreinte environnementale. Et à droite, vous avez une cartographie des émissions de CO2 liées à l'électricité qui est produite en Europe. Et à part en France, merci le nucléaire, et à part en Norvège, merci l'hydroélectricité, vous voyez quand on produit un électron, on dégage une énorme quantité de CO2. Ça produit des ravages écologiques. Alors l'ambiance est un peu lourde, on va parler d'un sujet un peu plus léger, on va parler des taxes. Les taxes. Je vous refais travailler. Est-ce que vous êtes pour ou contre la taxe Tobin? Attention, si on vous pose ce genre de questions, c'est une question piège. Vous ne pouvez pas avoir d'avis argumenté sans connaître les modalités de taxation. Pourquoi on taxe? Quelles transactions taxer? Qui taxer? À quelle hauteur on va taxer? Où taxer? Et puis qu'est-ce qu'on peut dire des expériences qui ont été faites? Je vous donne quelques repères. Ça sera utile ensuite pour réfléchir à la taxe sur le numérique. L'objectif 1 des taxes sur les transactions financières, des TTF, c'est freiner l'inflation des transactions financières. Entre 1975 et 2015, les PIB de tous les pays dans le monde ont été multipliés par 15. Dans le même temps, les capitalisations boursières ont été multipliées par 50. Dans le même temps, les transactions boursières sur ces places de marché ont été multipliées par 300. Sans compter le gré à gré. Parce que dans le même temps, vous avez tout ce qui apparaît en bleu sur le graphique. La plupart des transactions financières aujourd'hui et depuis longtemps, ce sont des transactions qui ne passent plus par des bourses, par des places de marché organisées, où il y a des chambres de compensation, etc. Il y a une explosion incroyable des transactions. D'où la question, est-ce qu'il existe parmi celles-ci, des transactions qui ne sont pas productives et dont l'utilité sociale est douteuse? Voilà, je vous laisse vous faire votre avis. Deuxième objectif des taxes sur les transactions financières, c'est de constituer une petite réserve en prévision des prochaines crises. Autrement dit, c'est ne pas jouer avec un partenaire qui dit « pile, je gagne », face « tu perds ». Un ordre de grandeur, pour la crise financière de 2008 à 2011, on a en Europe mobilisé 4 500 milliards d'euros pour absorber la crise. La relance européenne post-Covid de cet été, c'est 750 milliards d'euros. Donc les crises financières, ça fait mal. Donc c'est pas mal de se faire un petit matelas pour amortir le choc. Sachant que même là où il y a des taxes sur les transactions financières, il y a quand même des crises. Donc de toute manière, elles vont arriver. Il y en a eu plein avant, il y en aura plein après. Autant avoir une petite réserve. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les taxes sur les transactions financières? Alors j'ai pas mal potassé ce sujet. Il y a des inconvénients, il y a des avantages, et puis il y a des idées reçues. Les inconvénients, c'est qu'il y a des grosses batailles pour décider quel type de transaction on taxe. On taxe les transactions en bourse, sur les produits simples, sur les produits sophistiqués, etc., etc. Ça, c'est difficile à trancher. Inconvénient, c'est que ça s'applique au transfert de titres de propriété. Il faut bien que quelqu'un paye la taxe. Celui qui paye la taxe, c'est celui qui détient le titre financier. Mais aujourd'hui, on ne sait dire qui détient le titre financier qu'une fois par jour, à 8 heures, là, à l'heure du JT, hop, on arrête le chronomètre, on fait une photo, qui détient le titre. Mais ça, c'est pas du tout adapté à l'univers de la finance.
En 2015, 75% à 85% des 85% des transactions qui avaient lieu à Paris, sur la place boursière de Paris, elles étaient intrajournalières. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté et revendu dans la même journée un titre financier. Et ils ne le font pas qu'une fois, en fait. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle le trading haute fréquence. Et la durée de détention d'un titre, c'est 10 microsecondes. Donc écoutez, top, top, j'ai fait 1 seconde. En 1 seconde, le titre, il a été échangé 100 000 fois. En 10 minutes, tous les Français ont eu le titre financier. En 16 heures, tous les hommes et femmes du monde ont eu le titre financier. C'est ça la réalité de la finance. Et donc si on fait une photo 1 fois par jour, on en attrape un au hasard. C'est pas adapté. Et puis il y a un enjeu d'extraterritorialité. Qu'est-ce qu'on fait quand un acteur aux Bahamas, il fait une transaction financière sur la place de Paris avec un gars qui est au Panama? Si on envoie un agent du fisc aux Bahamas pour collecter la taxe, je pense qu'il va revenir avec un coup de soleil, mais il ne reviendra pas avec les euros. Une contre-vérité, c'est de dire que les taxes sur les transactions financières, ça fait effondrer les transactions financières là où elles sont mises en place. C'est faux. Les études ont montré qu'en fait, ça ralentit de quelques mois seulement l'énorme inflation qu'on a vue précédemment. Donc c'est un tout petit effet retard. Les avantages, c'est que les preuves ont été faites. Il y a plus de 30 taxes sur les transactions financières, imparfaites peut-être, mais qui existent et qui sont en place aujourd'hui. On peut faire une très grosse collecte potentielle. Il y a une taxe qui est beaucoup décriée, c'est une taxe dans une petite place financière, ça s'appelle la City, ça a été à une époque en Europe. Ça taxe vraiment une toute petite partie des transactions financières. Si on étendait ça au monde entier, on aurait 100 milliards d'euros collectés. Il n'y a pas de dommages collatéraux. La taxe est tellement faible qu'une transaction qui est vraiment utile, vraiment nécessaire, elle va se faire. Ça n'empêchera pas de la faire. Il y a des faibles frais de recouvrement parce que les acteurs sont plutôt très solvables. Et puis l'opinion publique lui est très majoritaire. Vous avez dans les sources tous les liens par rapport à ça. Ça, c'est les taxes sur les transactions financières. Et maintenant, sur le numérique. Si on fait une analogie, si on fait une transposition, après tout, les décideurs au début de la présentation, ils l'ont faite, eh ben on va la faire aussi. Ça serait quoi l'objectif 1 d'une taxe sur le numérique? Ça serait freiner l'inflation de la production de données. Là, vous avez, sur 2010, les chiffres exacts, sur 2015, les chiffres exacts, sur 2020, les chiffres quasiment exacts des données qui ont été produites. Et vous avez des projections qu'on a sur 2030, 2025, enfin 2025, 2030, 2035. Est-ce que dans cette inflation de données, il n'y aurait pas par hasard quelques données qui ne soient pas très productives et pas vraiment utiles socialement? Je vous laisse vous faire votre avis. L'objectif 2, ça pourrait être de freiner, non pas l'inflation de production de données, mais l'inflation des transactions de données. Là, vous avez de 2020 à 2030 les flux de données qui vont transiter par les antennes radio, par les câbles, etc., etc. Est-ce que dans ces flux de données, il n'existe pas aussi des flux qui sont pas productifs et pas très utiles socialement? Je vous laisse vous faire votre avis. Je vous donne un indice. En 2019, 16% des flux de données échangés dans le monde étaient liés à la vidéo pornographique. 12% de tous les flux de données échangés dans le monde étaient liés aux vidéos YouTube. Troisième objectif de cette taxe sur les données, constituer une réserve en prévision de la crise qu'on vit aujourd'hui et des prochaines. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une méprise. La crise du numérique, elle est en ce moment. Elle est économique, elle est sociale, elle est financière. Souvenez-vous de tout ce qui a été dit précédemment. Et il y en aura d'autres. Il y avait la crise des cols bleus précédemment, il y aura la crise des cols blancs. Il y avait la crise des missiles au niveau militaire, il y aura la crise des intelligences artificielles. Plus globalement, le numérique devient tellement complexe. Il est tellement intriqué dans tous les secteurs dans notre vie que s'il y a une petite perturbation quelque part, il va faire une énorme caisse de résonance. Aujourd'hui, il est assez habituel qu'un circuit électronique il soit conçu en Europe avec des logiciels américains et fabriqué en Asie du Sud-Est. Ça, c'est fragile. Pour les taxes sur les transactions numériques et sur les données, on voit c'est que les inconvénients qu'on avait relevés pour les transactions financières, ça n'en sont pas.
Est-ce qu'il y a une difficulté à choisir quelles données ou quelles transactions de données je vais taxer? Il n'y en a aucune. Les ravages qu'on a vus, socio-économiques ou écologiques, ils sont induits par le cumul de tout ça, le cumul de toutes les données. Donc toutes les données et toutes les transactions doivent être taxées. Est-ce qu'il y a un problème qui est lié à la propriété des données? Non, il n'y en a pas. Là encore, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit être taxé. Est-ce qu'il y a un enjeu d'extraterritorialité? Vous avez vu que ça, c'était difficile pour les taxes sur les transactions financières. Peut-être plus maintenant. On va écouter, et moi j'écouterai très attentivement ce que dira Thierry Breton dans quelques jours. Il l'a déjà dit au début de l'année et cet été. Il a dit, sur la dimension réglementaire, je souhaite établir avec vous un marché unique de la donnée, ouvert sur le monde, certes, mais souverain, et avec nos règles européennes et nos valeurs européennes. Et pour accéder au marché, il faudra accepter nos règles. Thierry Breton, c'est le commissaire européen qui a le plus gros portefeuille au niveau de Bruxelles. Bonne nouvelle, les avantages des TTF, ils persistent pour les taxes sur le numérique. Alors, on va faire des maths. Est-ce qu'il y a une espérance d'une grosse collecte? Oui. Regardez, si on regarde les données, si on fait un nano-prélèvement sur les états octets de données qui ont été générés en 2020, on va collecter des térarentrées d'argent. Une nanotaxe, 0,000000001 euro sur un octet, on attrape 47 000 milliards d'euros. Ça, c'est le PIB de la Chine et des États-Unis d'aujourd'hui. Si on fait cette même nanotaxe sur les flux de données, on va attraper 750 milliards d'euros. C'est le plan de relance européen post-Covid. Est-ce qu'il n'y a pas de dommages collatéraux? On est sûr qu'il n'y a pas de dommages collatéraux. Une page web classique, ça pèse 100 kilooctets. Un scanner ou un IRM pour sauver des vies, c'est 500 mégaoctets. Un film, en haute définition, c'est 10 gigaoctets. Si je fais une nanotaxe là-dessus, je taxe le film à hauteur de 10 euros, le scanner 50 centimes, et j'ai pour 1 centime 100 pages web. Est-ce qu'il y a des faibles frais de recouvrement? Oui. On sait qui émet les données, qui utilise les réseaux, et tous les portefeuilles sont connectés les uns aux autres. Est-ce que l'opinion publique est pour? Ça sera à vous de le dire. Alors, je ne peux pas faire une conférence sur le numérique en m'arrêtant là. Je dois vous dire une chose de plus. One more thing, comme disait Steve Jobs dans ses conférences. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant est très simple. À l'évidence, il faut réfléchir aux modalités d'une data tax. Mais c'est la question précédente qui va être plus compliquée. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent collecté? Voilà, je m'arrête là pour la conférence et je prends vos questions avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on va applaudir. Il n'y a personne dans la salle, mais je suis sûre que tout le monde applaudit à distance. Merci. Bien, Sébastien, on va maintenant avoir accès aux questions, donc oui. Je vais essayer de les lire. Alors moi, en attendant qu'elles s'affichent, moi j'en ai une. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton t-shirt et le logo que tu as sur ton t-shirt? Ok. Alors, c'est un t-shirt ingénieux qui veut aider à faire la promotion de cette taxe. Donc, vous voyez qu'il y a marqué DATAX, donc avec l'idée du pourcentage. DATAX pour le jeu de mots sur les données, les data en anglais et la taxe en français. Ça marche très bien comme jeu de mots aussi en anglais. Et j'ai mis, pour faire un clin d'œil au digital, le 0 et le 1, les bits, pour remplacer le D0 du pourcentage. Merci beaucoup. Voilà, c'est une image qui est déposée dans les droits d'auteur. Très bien. Alors, je vais voir si... Voilà, j'ai une question de Boris Bersenev. Le développement du numérique ne va-t-il pas être aussi limité par la quantité d'énergie disponible pour l'humanité? Conféré, thèse de Jean-Marc Jancovici. Alors, j'ai pas la réponse à cette question-là. Si quelqu'un qui a fait une thèse, il a dû faire un travail très sérieux et très, très élaboré là-dessus. Donc, je sais pas. Intuitivement, je ferai le constat que je crois pas que l'humanité était restreinte par rapport aux ressources énergétiques et dès qu'on a eu besoin, on a trouvé les moyens d'en avoir. Mais peut-être que la thèse met le doigt sur des propos contradictoires ou qui peuvent challenger cette intuition. Très bien.
Alors, j'ai une question. Alors, Bernard F., je n'ai pas son nom. Ne peut-on pas taxer Amazon sur la valeur des produits vendus en intégrant dans la taxe le coût des impacts écologiques? Pourquoi pas? Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. En fait, je suis pas très à l'aise avec la taxation d'Amazon, des GAFAM ou d'autres en tant que tels, parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, on réfléchit un peu à la manière de l'ancien monde. Vous vous souvenez, dans la présentation, ce qu'on dit, c'est que ces entreprises-là, ce ne sont pas que des entreprises, ce sont aussi des écosystèmes et aussi des gens qui maîtrisent une architecture technologique. Et quelque part, pourquoi on taxerait Amazon et pourquoi on taxerait pas son fournisseur qui va vendre le produit? Je trouve que c'est assez complexe. Vous vous souvenez peut-être de ce graphe de réseau, cette espèce de photo bizarre avec plein de couleurs. Ça, c'est la galaxie Amazon. Et donc, moi, j'aimerais proposer qu'on parte de cette idée qui a été évoquée, de se dire, on pourrait taxer peut-être pas que Amazon, mais peut-être la galaxie Amazon, en intégrant effectivement une petite dîme pour compenser le coût écologique. Mais je crois que ça serait pas suffisant. Il faudrait aussi qu'on taxe à ce moment-là les gens qui utilisent les produits d'Amazon, les gens qui vont visionner les séries qui sont produites par Amazon. Peut-être aussi qu'on taxe les gens qui permettent les transferts de données vers Amazon quand on achète quelque chose, ou depuis Amazon vers nous quand on bénéficie d'un de leurs services web, par exemple, avec Amazon Web Services. Alors, merci Sébastien. Oui, j'ai une question là que peut-être si on pouvait l'afficher. Il y a quelqu'un qui se demande s'il avait bien compris, est-ce que la taxe serait de 10 € sur une vidéo ou un film qui est vendu 10 € de 10 gigas? Ouais, sur un film de 10 gigas, la taxe serait de 10 €. Alors, 10 €, c'est... en proportion, je ne l'ai pas, mais le prix moyen d'un ticket de ciné en 2019, c'était 6,70 €, je crois. Les données sont disponibles assez facilement, en Europe en tout cas. Donc c'est à peu près ça. Et la question, et moi ce que je proposerais, c'est que celui qui va produire le film, il paye 10 €. Celui qui fait transiter ce film-là, il paye 10 €. Et celui qui le regarde, il paye 10 €, effectivement. Alors après, vous avez vu, si on fait ce montant de taxe-là, on collecte le PIB de la Chine et des États-Unis. Donc c'est 47 000 milliards de dollars, c'est trop. Donc faisons pas une nanotaxe, faisons diviser par 10, diviser par 100, faisons une picotaxe si vous voulez. Si on fait payer pas 10 € mais 1 € sur ce film-là, je vous assure qu'on est richissime. Alors, donc Nasser Aitmani qui dit « Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. » Alors, je transmets les remerciements puisqu'on n'a pas la possibilité de les avoir en direct par des applaudissements. Donc, la question est, les services fiscaux sont extrêmement efficaces pour prélever le citoyen lambda et souvent à un niveau excessif, comme en France. Ne pensez-vous pas que c'est juste une question de courage politique pour transférer ses compétences vers la taxe numérique? Disons que, qu'est-ce que j'en pense de cette question? Je ne pense pas qu'on ait des niveaux fiscaux qui soient excessifs en France. On a un État avec beaucoup de services publics, beaucoup de choses, et la qualité, ça se paie. Une éducation de qualité, ça se paie. Une défense, ça se paie. Des soins médicaux, ça se paie, etc., etc. Après, est-ce qu'il y a une question de courage politique? Certainement. Certainement. En tout cas, on pourrait certainement trouver des cas particuliers dans lesquels la taxe sur les transactions, la taxe sur les données est difficile à mettre en œuvre. Mais a priori, c'est assez facile. On sait d'où viennent les données. Quand on fait du hors forfait, on ne va pas mettre 36 heures à vous retrouver. Vous recevez le lendemain la facture comme quoi vous êtes hors forfait. Quand on fait des calculs, même dans le cloud, quand c'est très dispersé, même si le calcul est très dispersé, ce qui n'est pas dispersé, c'est l'adresse à laquelle on va envoyer la facture. Donc tout ça, c'est très très bien tracé. Et je pense qu'effectivement, si des hommes politiques ou si une zone géographique avait un consensus politique pour cette taxe, elle serait assez facile à mettre en œuvre. Bien, Antoine Dupont demande, la Commission de la concurrence US attaque Facebook concernant son achat d'Instagram et WhatsApp. N'est pas aussi une solution pour évincer ces concurrences ou ces concentrations intolérables. Ah oui, il manque des mots là. Ouais. Évincer ces concurrences et ces concentrations intolérables. Merci pour votre question, Antoine.
Alors là, ça vient de se passer, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est le tout début d'une histoire, hein. C'est des gens qui imaginent qu'on va peut-être pouvoir demander à Facebook de se démanteler un petit peu et puis de vendre quelques activités. Alors moi, je suis pas très à l'aise avec cette histoire-là. Pourquoi je suis pas très à l'aise? Parce qu'il y a 8 ans, cette même commission, elle a dit à Facebook, après enquête, on vous donne l'autorisation de le faire. Et si 8 ans après, la commission revient sur ses pas et dit, non, il n'y a pas le droit, comment on va faire? Quel niveau de confiance on pourra avoir demain quand un industriel de l'automobile va racheter un fournisseur, par exemple? Il va l'acheter à une certaine valeur parce qu'il a l'autorisation, mais 3 mois après, 6 mois après, 3 ans après, 6 ans après, on va revenir sur nos pas, on va lui dire, non, on s'est trompé. Donc, je trouve que le cas est difficile. Avoir une espèce de rétroaction, ça me semble difficilement envisageable. Ou alors, on fait comme les Britanniques dans lesquels ils disent, oui, on signe l'accord de traité, et puis 2 mois après, ils disent, non, finalement, ce qu'on a signé, ça vaut plus rien. Mais on voit que si on fait ça, le monde y rentre dans des système avec beaucoup d'instabilité. Par contre, constater qu'on n'a pas été capable il y a 8 ans parce qu'on pensait que Facebook était juste une entreprise comme les autres, qu'on n'avait pas compris que c'était une entreprise et un écosystème, une architecture technologique, et comme on n'a pas vu ça, on s'est dit il n'y a pas de problème, ils peuvent racheter une autre boîte. Se dire qu'on s'est planté et apprendre de nos erreurs en étant vigilant pour le futur, je pense que c'est une bonne idée. Très bien. Alors, je ne sais pas, on a encore une question parce qu'on arrive au bout de notre temps. Donc, Jack nous demande, la fabrication du matériel numérique n'est-il pas beaucoup plus consommateur et préjudiciable que le transfert de données? Et dans ce cas, est-il bien opportun de taxer le transfert de data? Alors, il y a pas mal de choses qui existent avec des sources de très bonne qualité pour faire des photos de qu'est-ce qui consomme de l'énergie. Est-ce que c'est fabriquer le produit? Est-ce que c'est transférer la donnée? Est-ce que c'est la stocker ou calculer? Globalement, je crois que ça serait une erreur d'accuser l'une des 3 composantes. En fait, elles sont toutes ces composantes, toutes ces choses-là sont très consommatrices d'énergie. Donc, fabriquer ces consommateurs d'énergie, transférer ces consommateurs d'énergie, stocker ces consommateurs d'énergie. Encore une question, donc Sigrid. Excellente idée, cette DATAX. Par qui est-elle portée aujourd'hui? Une association? Écoutez, Sigrid, j'ai envie de dire qu'on est au moins 2 maintenant. Voilà, il y a vous, il y a moi. Non, il n'y a pas d'association qui sont formalisées, pas d'association qui est formalisée. Je me suis pris un mur il y a 1 mois à peu près. J'ai envoyé cette idée-là à plein de journaux économiques anglo-saxons pour publier une tribune. J'ai pas eu de retour. J'ai fait la même chose en France. J'ai pas eu de retour. Les gens de Mediatech, vous en avez entendu parler, vous m'avez dit pourquoi pas, viens en parler. J'ai quelques contacts dans les écoles de commerce, mais voilà, je reviens à la charge. Donc, elle est portée par vous qui avez assisté à la conférence et on verra. L'avenir à court terme nous dira s'il y a des relais plus formalisés qui le font. Ça peut être une très bonne idée. Je serais heureux que ça se passe. Super. J'espère que nous aurons contribué un petit peu à faire démarrer ça. Donc, c'est super parce que de mon point de vue, on ne peut pas être dans notre environnement de recherche et de développement sans se poser ce type de questions, sachant que et qu'on comprenne bien tous ces mécanismes qui sont là et qu'on essaye d'être acteur dans ce domaine-là. Bien. Eh bien, je crois qu'on va finir là-dessus et te remercier à nouveau, Merci. Sébastien Guinard, pour ta présentation. Et maintenant, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour finir en beauté cette année, malgré le contexte que nous vivons, avec de jeunes étudiants. Bien. Merci. Bon week-end à tous. Bon week-end, à bientôt.